c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre cercle. Nous accueillons un archéologue illustre français, professeur Franz Grenet, ici à l'immeuble de notre Société des Amis du Peuple, une institution privée d'éducation, de culture et de bienfaisance, fondée en 1865, alors parmi les plus anciens d'Athènes moderne. Vous êtes un spécialiste renommé de la civilisation de la Perse historique. Civilisation pour laquelle a rayonné au-delà du fleuve Oxus, c'est-à-dire de Amoudalia d'aujourd'hui, jusqu'à l'Asie mineure orientale, et bien, c'est dans le Caucase. Notre monde, le monde gréco-romain, depuis la moitié du XVIIe siècle, ne partage plus frontière commune avec l'Empire de la Perse. Ο κύριος Πρόεδρος κάνει επισημαίνει ότι ο κύριος καθηγητής είναι ειδικός στην αρχαία περσική ιστορία και στον αρχαίο περσικό κόσμο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί στο σημείο της ανακάμβης είναι περισσότερο περσικά χώματα και κεντροασιατικά. Ο ελληνικός πολιτισμός είχε τη δόξα του λίγο πιο νότια. Notre monde, le monde gréco-romain, depuis la moitié presque du XVIIe siècle, ne partageait plus frontière commune avec la Perse. Mais les échanges culturels existent. Ο ελληνορωμαϊκός κόσμος δεν έχει κοινά όρια πια με τους Πέρσες, αλλά ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να υφίσταται στην περιοχή. De façon indélébile, Bactrian et Sogdian, dans leur identité moderne, font jeu de votre érudition et de vos fouilles. Οι Σογδιανοί και οι Βακτριανοί, περισσότεροι Σογδιανοί, είναι το θέμα των ανασκαφών του κοινού καθηγητή. Κάτω από τον όξο που θα το βρει, σωστά το είπατε. Il s'agit d'un monde qui s'était étendu dès la Skythie ancienne, aux abords de Kiev, jusqu'au plateau arménien. Είναι λοιπόν ένας κόσμος ο οποίος εκτινόταν από το σημερινό τη Σkythia στη βόρεια, στη Μαύρη Θάλασσα, στη σημερινή Ουκρανία, μέχρι την Αρμενία. La Skythie subissait des influences persanes, n'est-ce pas? Έστω μακρινή επιδοβολία του περσικού πολιτισμού. Οι Σκύθες είχαν επιρροή φυσικά από τους πολιτισμούς και τους περσικούς περισσότερο. Je disais, ok, mais le manuscrit m'assiste. Je me référais au plateau arménien en disant que le peuple arménien
s'efforce encore de sauvegarder sa civilisation et ce mode de vie. Η Αρμενία οπωσδήποτε με όλες τις επιρροές που είχε από τον κόσμο τον ελληνορωμαϊκό και από το Περσικό προσπαθεί ακόμα σήμερα να επιβάλλει την ταυτότητά της και να επιβιώσει. À l'heure actuelle, nous ne pouvons qu'exprimer notre sympathie et même solidarité avec la République d'Arménie souffrante. Espérons que l'armistice annoncé hier soir sera respecté. Δίνουμε τις ευχές μας ώστε η Αρμενία να μπορέσει να επιβιώσει με τον καλύτερο τρόπο και το σταμάτημα του πολέμου, που ανοίγει χθες το βράδυ να μπορέσει να διατηρηθεί. Βλέπετε ότι η ταυτότητα του κυρίου Προέδρου που ήταν πρέσβης αμέσως έρχεται σε αυτά τα θέματα. L'Arménie, ce n'est pas l'ordre de la Perse, mais l'Arménie historiquement était toujours entre l'influence hellénistique, s'il vous plaît, et l'influence persane. Dans notre histoire, il y avait un terme politique et géographique, Perse-Arménie. Αυτό το είχατε μόνο εσείς οι διπλωμάτες, Περσαρμενή, το γνωρίσαμε. Υπάρχει ένας όρος Περσαρμενή που δείχνει ότι η Αρμενία είχε επιρροές από την Περσία πάρα πολλές. Avec cette digression opportune, permettez-moi de donner la parole au professeur Grenet.
Θα σας κάνει εντύπωση, μετά θα το δούμε μαζί, ότι δεν είναι τόσο πολλά τα ελληνικά ευρήματα, γιατί η Σαμαρκάνδη ήταν περισσότερο στο βορρά, ήταν στα όρια της αυτοκρατορίας και στα όρια των ελληνικών βασιλείων, άρα ήταν εκεί περισσότερο φρούρια. Έχουμε λοιπόν λιγότερα ευρήματα και αυτό θα είναι λίγο διαφορετική η ομιλία του κύριου καθηγητή, αλλά στο τέλος θα δούμε όλα τα ελληνικά χνάρια που θα μας δείξει για το τι έχει γίνει από τον Αλέξανδρο, sur Alexandre, et tout ce qui reste là-bas à connaître par monsieur le professeur Aboul. Merci. Je souhaite en tout premier lieu exprimer ma vive gratitude à la Société des Amis du Peuple, à son président, monsieur l'ambassadeur Georges Boucamissas, et à madame Figoraco qui, de manière infatigable et depuis longtemps, anime cette société. C'est un grand honneur pour moi de succéder ici à deux personnes avec lesquelles j'ai, il y a fort longtemps, travaillé sur le site grec d'Aïkhanoum en Afghanistan, où je me suis formé à l'archéologie de l'Asie centrale. Μας δίνει ευχαριστίες φυσικά στον πρόεδρο, στην εταιρεία του φίλου του λαού για μένα και μας λέει ότι έχει κάνει ανασκαφές στην Αϊχανούμ μαζί με τον κύριο Μπερνάρ. Οπότε θεωρεί ότι είναι συνέχιση κατά κάποιο τρόπο και οι γνώσεις του για τα θέματα τα ελληνικά ξεκινάνε από τότε που είναι Αϊχανούμ. Le professeur Paul Bernard, qui était le directeur des fouilles et qui nous a quittés il y a 7 ans, et qui était venu faire présenter les fouilles à une conférence ici, et puis un homme de ma génération, Claude Rapin, avec qui j'ai travaillé non seulement à Aïkhanoum, mais plus tard à Samarcande, et d'ailleurs dont certains résultats sont directement intégrés au thème de cette conférence. Il était venu aussi vous parler de l'hellénisme en Asie centrale. Et bien donc aujourd'hui, je vais aborder la question sous un angle précis, on peut dire maintenant celui que je connais le mieux, c'est-à-dire les traces de l'hellénisme dans la ville de Samarcande et plus précisément le souvenir qu'y a laissé Alexandre, car Alexandre n'a jamais été oublié à Samarcande, et ce jusqu'à une époque vraiment assez tardive, minimum 11e siècle, et probablement encore après. Μας λέει πάλι ότι μαζί με τον Μπερνάρ και τον κύριο Κλόντρα που ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες έχουν ανασκάψει όλοι μαζί στην Αϊχανούμ. Έχουν όλη αυτή τη γνώση από τα ελληνικά ευρήματα και από την εξελίξη της περιοχής. Τώρα θα μας μιλήσει για τη Σαμαρκάνδη, όπως είπα προλίγου, μπορεί να έχει λιγότερα με ευρήματα, αλλά θα μας δώσει στο τέλος όλα τα χνάρια που έχει αφήσει ο Αλέξανδρος και ο ελληνικός πολιτισμός στον χώρο αυτό που τον ξέρει καλύτερα. La Sogdiane, le pays dont Samarcande était la capitale et qui est aujourd'hui partagé entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, entre dans l'histoire écrite en 515 avant Jésus-Christ avec la grande inscription du roi achéménide Darius Ier sur le rocher de Bisoutoun. Mais la ville de Samarcande elle-même est mentionnée seulement 2 siècles plus tard, lorsqu'Alexandre s'en empare. À l'été 329, il y arrive depuis le sud, après avoir capturé Bessos, meurtrier de Darius et chef de la résistance perse. D'après les descriptions qui enregistrent le nom de la ville sous la forme Marakanda, c'est déjà une grande ville, puissamment fortifiée. Tout de suite, Alexandre lance à partir d'elle des raids rapides pour sécuriser la frontière nord face aux nomades scythes. Il les combat sur le Sirdaria,
la colonie militaire d'Alexandrie Escadet, l'Alexandrie extrême, dont le site vient d'être identifié. Dans l'autre sens, il fait poursuivre le Rhodes Spitanen à l'ouest, jusque vers l'actuel Bukhara. Après quoi, sans s'attarder davantage, il revient à Balkh, dans l'Afghanistan actuel. L'année suivante, il progresse lentement en faisant avancer 4 colonnes pour pacifier les étroites vallées au nord de la Lungaria. Les chefs locaux de l'ancienne administration achéménide, notamment Oxyartès, dont plus tard il épousera la fille Roxane, résistent dans ce que l'on décrit comme des roches. Le retour à Marakanda est marqué par le tragique épisode du meurtre de Cléitos, un vieux compagnon de Philippe, lors d'une beuverie au palais. Plus glorieuse pour Alexandre est la chasse au tigre, où il s'illustre dans une réserve de chasse près de la ville. Après avoir hiverné à Charisaz, où il reconstitue sa cavalerie, il mène d'ultimes opérations dans les vallées, puis il s'en va définitivement vers l'Inde, après avoir laissé sur place des forts et des garnisons. Voilà ce que nous disent les textes, et pendant longtemps, les historiens modernes n'ont eu qu'eux. Le premier à les avoir confrontés avec le terrain fut Franz von Schwarz, un officier allemand au service du gouvernement russe du Turkestan, qui fit paraître en 1906 un livre pionnier illustré de cartes reconstituant l'itinéraire d'Alexandre. Des cartes que certes il faut corriger aujourd'hui sur plusieurs points. À cette époque, les fouilles archéologiques sur le site de l'ancienne Marakanda avaient commencé, mais de manière discontinue. Elles ne prirent un caractère systématique que dans l'après-guerre avec une mission soviétique. En 1989, le relais fut pris par la mission archéologique franco-ouzbek de Soviane, que je dirigeais et qui intégra plusieurs membres de l'ancienne équipe soviétique. Alors il faut dire maintenant quelques mots sur le site. La Samarcande que viennent visiter les touristes doit sa parure monumentale à Tamerlan, qu'il a choisi comme capitale en 1372, après quoi ses successeurs ne cessèrent de l'embellir pendant les 3 siècles suivants. Voici l'un des ensembles emblématiques de la ville, la place de Régistan. D'autres monuments au somptueux décor de faïence illustrent la grandeur de cette époque. Le tombeau de Tamerlan, pour le dire, la nécropole princière de Charizinda. Mais cette Samarcande avait été précédée par une autre, désertée après la catastrophe mongole de 1220. Durant les 8 siècles qui se sont écoulés depuis lors, les structures, construites pour l'essentiel en briques crues, se sont effondrées sur place et ont fondu sous les intempéries. Elles se marquent par des collines et des talus où seuls se reconnaissent les grandes lignes directrices, les remparts, la citadelle. C'est le cadre de nos fouilles. Le plateau où s'élevait la ville ancienne est enserré de toutes parts par la ville moderne et les villages de la périphérie. Au sud, on aperçoit les coupoles de la Samarcande de Tamerlan. Le site ancien est pour sa part appelé Château d'Afrasiab, ou simplement Afrasiab. Ce nom fait référence à Afrasiab, l'ennemi oriental de l'Iran, dans le livre des rois de Ferdowsi, qui est dit habiter un palais souterrain, identifié ici aux hautes falaises de l'Eust qui délimitent la ville ancienne. Alexandre lui-même, du reste, est une figure importante dans l'épopée de Ferdowsi. Mais le nom d'Afrasiab a trouvé aussi des échos spécifiques chez les Turcs. Afrasiab était tellement haï par les Persans que 2 des premières dynasties turques musulmanes, les Selçukides et les Karakhanides, le revendiquèrent comme ancêtre, dans un acte d'auto-affirmation. Des traits importants du site d'Afrasiab concernent ce qu'a vu Alexandre. La ville, implantée sur un plateau de 230 hectares, peu après la conquête perse, avait un rempart massif en briques crues, dont plusieurs sections ont été retrouvées par les fouilles.
Le palais du satrape perse, où Cléitos fut tué par Alexandre, se trouvait sur le plateau, au pied de la citadelle et aussi sous la citadelle. Et il est toujours entouré par le fossé, où Ptolémée tenta d'évacuer Cléitos pendant la querelle. Quelques murs de cette époque ont été détachés. Quant à la réserve de chasse de Basaïra, où Alexandre tua ce que Quintus décrit comme un lion de taille inhabituelle, et qui est plus probablement un tigre plus typique de ces régions, on la localise dans une vallée à l'est de la ville, où le nom s'est conservé sous la forme de ruisseau, et on a pu repérer les restes du mur d'enceinte. Le mur d'enceinte de la réserve de chasse, car en iranien, le mot qui désigne le parc de chasse est païdaïsa, mur qui entoure. C'est l'origine de notre mot paradis. Au sud de Samarcande, les recherches de Claude Rapin ont apporté une lumière considérable sur ce qu'on appelle la guerre des roches. L'un des théâtres principaux des combats se trouve dans la zone dite des portes de fer, encore marquée par un haut mur barrant le passage stratégique entre Bactriane et Sogdiane. Alors, voici la description que donne Quintus. Je vous demande de résumer. Il décrit des rochers très élevés, au sommet desquels un grand nombre d'hommes pouvaient trouver refuge, et en même temps une caverne à l'entrée étroite et obscure. Alors cette description s'applique très bien à plusieurs canyons qui convergent dans cette zone. Voilà une carte de Claude Rapin où il tente de reconstituer les différentes campagnes d'Alexandre dans la zone qui se sont étendues en fait sur 200, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour réduire toutes ces roches. Alors les canyons délimitent plusieurs plateaux escarpés qui étaient susceptibles effectivement d'abriter un grand nombre de défenseurs. Ces plateaux n'ont pas conservé le reste de fortification, mais il n'y avait sans doute pas davantage que des murs de pierre sèche et palissades. La défense comptant avant tout sur la hauteur des falaises où ne montaient que des sentiers raides. D'ailleurs, Alexandre eut une fois recours à des soldats alpinistes. Quintus écrit plus loin que lors d'un de ces épisodes, Alexandre utilisa des catapultes, des machines de siège et fit construire des rampes d'accès pour arriver au sommet de ces plateaux. Alors, voilà le passage. Je vais indiquer le contenu. Voilà, les barbares firent tout à coup s'élever cette chaussée au-dessus de l'eau. Alors, la construction d'une chaussée d'accès au-dessus du bord de la rivière rappelle la technique utilisée aujourd'hui encore pour permettre le passage dans ces gorges lorsque les eaux ont atteint les deux falaises à pic. On voit sur la photo les branches entrecroisées remplies avec des pierres. C'est exactement la technique qu'Alexandre a utilisée. Par ailleurs, nous l'avons bien de le dire, le récit indique l'usage de béliers et de catapultes. Lors d'une de nos explorations du terrain, nous avons ramassé dans la rivière un boulet de pierre dont le travail de piquetage et les dimensions sont identiques à celles des boulets retrouvés au temple grec de Tartisandine au Tadjikistan. Il est possible que nous ayons ici la seule arme qui subsiste des campagnes d'Alexandre en Asie centrale. Είναι το μόνο όπλο που υπάρχει σήμερα, πιθανότατα να είναι το μόνο που υπάρχει από την ιστορία του Αλεξάνδρου, από το πέτρινο πόλεμο. Είναι βέβαια νόμιμο πεσιαλιτέρα. Un peu à l'écart de cette zone, voici le site que nous identifions comme la roche de Corrières, où Alexandre rencontra Roxane. Notre proposition
composition se base sur des similitudes topographiques très fortes avec la description dont n'a rien et sur la présence au sommet du plateau d'une abondante céramique de cette époque. Une fois Alexandre parti de Samarcande, nous n'avons plus de témoignages écrits sur la présence grecque, sinon chez l'historien Polybe, une allusion à un recul de la frontière plus près de la Bactriane au moment de l'anabase d'Antiochos III en 206. Cependant, la chronologie vient de recevoir une base solide avec la publication des monnaies grecques trouvées sur le site d'Afrassimade et la zone proche. Peu de ces monnaies ont été trouvées dans les fouilles, et les archéologues, notamment nous, n'avons jamais pu utiliser les détecteurs de métaux dont l'usage était interdit. Mais évidemment, les chercheurs de trésors n'avaient pas ces scrupules. Finalement, notre collègue numismate Anvar Afaroljaïev est parvenu à semer une grande partie de cette information en récupérant des exemplaires pour le musée de Samarcande et en photographiant les autres. Au total, on a une soixantaine de monnaies qui donnent une séquence continue, commençant avec Alexandre, continuant avec les Séleucides jusqu'à Antiochos II, et se terminant vers 250-230 avec les premiers rois gréco-bactriens indépendants, Dionode I, Dionode II. Donc, ça nous donne au total un siècle, peu s'en faut, de présence grecque ininterrompue. Plus au sud, notamment en Inde, ce sera par endroit 3 siècles. Un autre enseignement important de cette étude est qu'il existait un atelier monétaire émettant des monnaies de bronze à Samarcande ou sur un site voisin. Ces monnaies portent un motif unique au crabe et à l'abeille, motif originaire de Carie, ce qui pourrait indiquer la présence de colons venus de ces régions. Comment on pouvait s'y attendre? Les autres marqueurs archéologiques de la présence grecque à Samarcande, ville de garnison, sont très différents de ce qu'a fourni la grande ville d'Aïkhanum en Afghanistan, qui était une capitale impériale dotée des institutions de la haute culture grecque, un théâtre, un gymnase, une bibliothèque dans le palais. On a à Afrassimade une céramique d'origine grecque, moins variée, mais quand même avec la carte de visite des Grecs qui représentent les plats à poisson. Il n'y a pas de théâtre ni de gymnase, du moins dans l'état actuel des fouilles, et en fait d'inscription grecque, on a seulement 3 noms. Ctésias gravé sur un ossuet, Nikias sur un tesson de poterie, et dans un site au sud de Samarcande, le nom d'Achille. Ces témoignages issus d'objets de la vie quotidienne témoignent de ce qu'une population hellénophone vivait sur place. On n'a aucun décor de pierre, mais une reconstruction générale du mur d'enceinte en briques crues qui démontre une ingénierie supérieure à celle de l'époque achéménide, avec notamment un corridor médian et des complexes dispositifs de circulation que nous avons pu étudier à la porte nord. Dans la partie nord de la ville, à 6 mètres de profondeur sous la cour de la mosquée, la fouille a révélé un grenier monumental de 40 mètres de côté, construit au début de l'occupation grecque. Il était constitué de 8 grandes pièces identiques, en partie souterraines, avec des murs épais, maçonnés en briques crues, et les briques portaient des lettres grecques comme marque d'atelier. Dans ces pièces étaient stockés tantôt de l'orge, tantôt du millet, céréales par excellence des stocks militaires, puisqu'ils se conservent longtemps sans germer. On voit bien que dans le dispositif séleucide, Samarcande était avant tout conçu comme une base arrière face au peuple de la steppe, qui après les défaites infligées à Alexandre sont redevenus très renommés. L'existence de ce bâtiment se clôt par un incendie, sans doute accidentel, incendie qui a carbonisé les stocks de graines. Les autorités de la ville ont vainement essayé de le contrôler en faisant scier les poutres des toits pour étouffer le feu.
entre sédentaire et nomade, qui a été un facteur déterminant de l'histoire de la ville à plusieurs périodes de son histoire. Comme on vient de le voir, ce fut le cas durant même la période d'occupation grecque, et plus encore ensuite. La domination politique est alors passée à une confédération nomade relevant de l'ensemble sarmate et connue sous le nom chinois de Kangju. Une de leurs capitales, plutôt des camps royaux fortifiés, aurait pu se trouver dans la région de Tachkent, et l'autre un peu au nord-ouest de Samarcande, sur le site d'Orlat, dont les tombes ont fourni de remarquables gravures sur os datant du 1er siècle de notre ère, figurant des combats de cavaliers en lourde armure, assez semblables aux cataphractes d'Erpart qui terrorisaient alors les armées romaines. Les fameux reliefs de terre crue de Ratchagan, de style encore très hellénisant, illustrent des combats frontaliers entre les nomades de Solgan et d'autres nomades venus ensuite des confins de la Chine, les Yuezhi, qui allaient fonder plus au sud l'Empire couchant. Revoici l'armure de la femme. Pour cette même période, nous allons trouver sur un site voisin de Samarcande la sépulture intacte d'une princesse qui appartenait sans doute au clan qui contrôlait la ville. Sa robe était cousue de bibelots d'or et un miroir chinois en argent, produit dans les ateliers impériaux de la Chine, reposait près d'elle, en même temps que des poteries fabriquées à Samarcande dans la continuité de la tradition grecque. Ces objets montrent que sous ces nouveaux maîtres, la ville continue à produire un artisanat de qualité, et aussi que des liens avec la capitale chinoise commencent à s'établir dans le cadre de ce qui est en train de devenir la route de la soie. À partir du 5e siècle de notre ère, la Solgane se retrouve pour la première fois depuis l'époque grecque réunifiée au pays du Sud, l'actuel Afghanistan et l'Inde du Nord-Ouest, dans de nouveaux empires fondés par des nomades apparentés aux Huns qui déferlent assommant sur l'Europe. Cette situation de réunification favorise une hausse considérable du niveau artistique qui s'exprime notamment dans l'art de la peinture murale et dans une argenterie de luxe toute pénétrée de réminiscences hellénistiques. Nous allons en voir des exemples. C'est l'âge d'or de la route de la soie, articulée sur toute une chaîne de colonies fondées par les marchands soldiens depuis la Crimée jusqu'à la Chine du Nord. Dans les chroniques chinoises, le royaume de Samarcande s'affirme comme un interlocuteur commercial et diplomatique privilégié. Un témoignage concret de ces relations est une statuette en bronze doré du Bodhisattva Guanyin, appartenant à une série rare produite en Chine au VIe siècle. Trouvée dans le secteur du palais, elle a pu être apportée par un ambassadeur chinois ou rapportée par un ambassadeur de Samarcande. L'œuvre emblématique de cette période est le grand cycle peint, connu conventionnellement sous le nom de peinture des ambassadeurs. Monsieur l'ambassadeur, c'est pour vous. Exécutée vers 660, 50 ans avant la conquête arabe, elle reflète la propagande du roi de Samarcande, Baghraman, qui se proclamait l'allié de la Chine des Tang. L'intérêt que nous avons pris à ce chef-d'œuvre, que nous avons contribué à faire restaurer, a permis de faire de nouvelles observations et de progresser dans l'interprétation d'ensemble du programme idéologique, où la composante géopolitique et calendaire apparaît essentielle. Le mur sud figure la procession au mausolée des ancêtres royaux qui a lieu le 6e jour du nouvel an zoroastrien, le Nowruz. Le mur ouest est consacré à la réception des ambassadeurs étrangers lors des jours précédents. Les Chinois, le mur ouest, le mur nord est consacré à la fête chinoise. Alors voilà. Le mur nord est consacré à la fête chinoise des bateaux dragons. Qui à l'époque où la peinture fut exécutée coïncidait avec le nouvel an zoroastrien. Quant au mur est, il figure des scènes indiennes, notamment un dialogue entre deux astrologues, entre lesquels il
couleur céleste. Là, le personnage principal, assis sur un siège à dossier de type occidental, est probablement un grec, ce qui rappelle que les Indiens attribuaient à des Grecs d'Alexandrie l'origine de leur science astrologique. Je passe rapidement sur la période islamique, marquée par un épanouissement spectaculaire de la production de céramique à glaçure et de verre coloré. Un point important sur lequel nos fouilles ont permis de compléter les connaissances a été de mettre en évidence la continuité de la grande tradition de la peinture murale. Voici quelques images des peintures exécutées dans un pavillon de plaisance construite au pied de la citadelle sous la dynastie Karahanide, la première dynastie turque musulmane, profondément iranisée sur le plan culturel. Des chiens de chasse, des oiseaux dans un décor paradisiaque parcouru par des vers en persan. Et enfin une scène de trône où le souverain trône encadré par ses officiers. Le visage du souverain lui-même, un jeune homme, a été mutilé lors d'une révolution dynastique. En 1920, Gengis Khan s'empare de la ville, qui se retrouve alors largement dépeuplée. Le plateau d'Afrasiab est abandonné pour toujours et l'activité se replie sur le faubourg sud, où un siècle de plus tard, Tamerlan ressuscitera la ville. Si l'on considère cette longue histoire, qui a vu se succéder pendant 17 siècles les pouvoirs et les cultures sur le site de Samarcande, les 2 ans de présence intermittente d'Alexandre et le siècle de présence militaire grecque qui a suivi paraissent bien peu de choses. D'ailleurs, dans la tradition littéraire occidentale, l'intérêt pour les campagnes d'Alexandre au nord-est se perd complètement après Quinctius et Arrien. On ne trouve déjà plus rien à leur sujet chez Plutarque, longtemps utilisé comme source principale des connaissances historiques sur Alexandre, au moins en Occident. Quant au roman d'Alexandre, quasiment toutes les versions transposent cela en Inde ou dans un grand nord imaginaire. Et pourtant, des témoignages irréfutables montrent qu'Alexandre n'avait pas été oublié à sa mort. C'est d'abord la version syriaque du roman d'Alexandre, composée vers 600 et qui, de toutes les versions du roman dans diverses langues, est la seule qui accorde une place aux campagnes ensoleillées. On y lit qu'au retour de son expédition sur le ciel d'Aria, Alexandre bâtit Samarcande et il établit je cite le texte, un temple confédéral de la déesse Réna, que les Sogdiens appellent Nana. C'était effectivement la grande déesse de la Sogdiane, à l'époque où cette version syriaque recueillit ses traditions locales, sans doute transmises par des chrétiens nestoriens établis dans la ville. Un peu plus tard, au Xe siècle, Istarli et Imrokan, 2 géographes persans écrivant en arabe, signalent que le rempart intérieur de la ville, par quoi il faut entendre le rempart du plateau, par opposition au mur qui entourait l'oasis, ce rempart a été bâti par Alexandre. Et c'est pratiquement exact, à ceci près que le mur grec, surmontant le mur achéménide, et qui était encore visible à leur époque, fut l'œuvre de ses premiers successeurs. On voit en tout cas par ces textes qu'Alexandre était considéré comme le fondateur de la ville. Une confirmation archéologique nous vient d'un matériel d'usage tout à fait populaire. Il s'agit d'une série de terre cuite, de têtes en terre cuite, qu'on ne trouve que sur le site d'Afrasiab et la Somme. Ce sont en fait des moules qui ont été réutilisés du 5e au 7e siècle pour compléter diverses figurines, mais il semble bien que le moule d'origine remontait à la période antique. Cette image était en tout cas restée très appréciée à Samarcande, puisqu'on en a retrouvé là plus de 140 exemplaires. Dès 1917, Nicolas Veselovsky, un grand archéologue russe de la mer Noire, qui avait fouillé aussi à Samarcande, remarqua le caractère très particulier du visage carré, qu'encadrent sur les meilleurs exemplaires de longues mèches dominantes, le nez poussier et pas saillant, les lèvres charnues et surtout les grands yeux profondément enfoncés sous les arcades et regardant vers le ciel.
une identification qu'ont généralement adoptée nos collègues russes. Il est possible que les moules originaux aient été pris sur des statuettes de bronze, comme celles retrouvées dans le trésor de Begra en Afghanistan. Dans un article que nous avons publié ensemble, Anne-Catane distingue 4 sous-types dont chacun peut être rattaché à un modèle connu, effectué du vivant d'Alexandre ou à la haute époque hellénistique. De manière assez frappante, le sous-type 4, avec de longues mèches ondulées encadrant le visage, se retrouve à l'identique en Italie, dans un sanctuaire rustique de Déméter, près de Viterbe, sur une arnique décorant une assiette déposée en ex-voto. Il pourrait remonter à un modèle commun. J'ai déjà signalé, à propos de la période des dynasties fondées au 5e siècle par les Huns, que cette époque avait produit une série remarquable de vases en argent doré, décorés de scènes manifestant un puissant renouveau d'intérêt pour la culture hellénique. Anne-Catane et moi sommes en train de réétudier ces objets, et avant-hier, nous avons présenté nos principaux résultats dans une conférence à l'École française d'Athènes. Certains de vous y ont assisté, et pour les autres, elle sera disponible en vidéo. Je passe donc brièvement sur ces objets. Je mentionne d'abord les deux qui ont un rapport direct avec le souvenir d'Alexandre en Asie centrale. L'un d'eux, un Golaki au Tibet en 1961, est maintenant exposé au musée de l'Ancien Orient à Tokyo, a sans doute été fabriqué en Bactriane au VIe siècle. Il représente Alexandre, figuré 3 fois, ici, avec aussi des personnages indiens. Il s'agit de 2 épisodes bien connus du roman d'Alexandre. L'arrivée d'Alexandre à la source de l'immortalité et la tenue de l'encens dans la forêt du temple du soleil et de la lune. Mais ce qui est tout à fait exceptionnel ici, c'est que ce vase illustre non pas la version grecque du roman, ni la version iranienne, ni la version syriaque dont j'ai parlé plus haut, mais la version juive. Seulement dans ce cas, Alexandre parvient à boire à la source. Et il s'est fait circoncire. Il s'est fait circoncire pour pouvoir accéder au paradis. Cet objet a certainement été commandé par une riche communauté de juifs hellénisés, comme nous savons qu'il en existait alors en Asie centrale, qui se sont réappropriés l'image d'Alexandre en lui donnant un statut quasiment prophétique. L'autre vase, un bol de même dimension, se trouve au musée de l'Ermitage depuis le début du XXe siècle. On peut sans doute le dater un peu plus haut que l'autre, 4e ou 5e siècle. Il montre 3 cavaliers chasseurs, avec le costume et l'armement typique de la Bactriane et de la Sogdiane à cette époque, mais aussi des visages qui ne correspondent pas au canon de cette époque et qui rappellent celui d'Alexandre. C'est en particulier le cas pour le chasseur principal, qui a le diadème et l'anastolé sur le front, et qui tue seul d'un coup de lance un tigre monstrueux, aussi long que son cheval qui le piétine, tandis que ses compagnons doivent s'y prendre à 2 pour tuer les lions à coups de flèche. Dans une étude à paraître, nous proposons de reconnaître ici l'épisode de la chasse de Bazéra près de Saint-Martin, que je veux évoquer au début de cette conférence, en signalant que le cadre avait été identifié. Oui, décidément, les exploits d'Alexandre aux extrémités nord-est de l'Empire perse paraissaient peut-être bien lointains dans la tradition occidentale qui avait fini par les négliger, mais il n'avait certainement pas été oublié sur place. Son visage connu n'était pas davantage oublié qu'il ne l'était en Inde sur certains chefs-d'œuvre de l'art gréco-bouddhique. Par exemple, cette statue de terre crue de Bhadra figurant Alexandre en Héraclès Vajrapani, compagnon du Bouddha, et qui est quasiment identique au portrait du musée de Boston. Je termine sur 2 vases d'argent très représentatifs de la figure de l'hellénisme dans ces régions. Un plat figurant les grâces
Ulysse avec le Cyclope et Ulysse avec Circé. Je vous remercie. Τον ευχαριστούμε τόσο πολύ γιατί μας ταξίδευε. Μας πήγε άλλη μια φορά ένα ταξίδι σε χώρους πραγματικά εξωτικούς. Τη Σαμαρκάνδη, την ξέρουμε περισσότερο για αυτό που ήταν στον δρόμο του Μεταξιού. Μια πόλη γεμάτη ομορφιά, γεμάτη έγκλη, γεμάτη κλειδί. Ο δρόμος του Μεταξιού ήταν χρήματα, ήταν χρυσό, ήταν μετάξι, ήταν όλα τα ωραία που ερχόντουσαν από την Ανατολή για να πάνε προς τη Δύση και τα Ανάμαλη. Η Σαμαρκάνδη ήταν ένας χώρος αφιερωμένος για πάρα πολλούς αιώνες. Και ξαφνικά μάθαμε ότι ήταν και οι Έλληνες εκεί. Και ο Αλέξανδρος άφησε ορισμένα στοιχεία του, ακόμα και στη Σαμαρκάνδη, που δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε ελληνική ταυτότητα. Γνωρίσαμε πόσα έχουν γίνει στην Αϊτανού και στις άλλες πόλεις της Κεντρικής Ασίας. Αλλά τη Σαμαρκάνδη τη φανταζόμαστε αλλιώς. Ήταν κάτι το εξωτικό. Et tout d'un coup, nous appelait Alexandre à l'intérieur de tout ça. Et nous vous remercions infiniment. Νομίζω ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία εκδήλωση. Αν έχετε ερωτήσεις να κάνετε, πολύ ευχαρίστως να τις δεχτούμε. Τα ευρήματα που έχουμε στο οροπέδιο αυτό, τα αρχαιολογικά, είναι τα πρώτα, δηλαδή είναι εδρασμένα στο φυσικό έδαφος ή έχει ανασκαφεί έχει προχωρήσει πιο κάτω και έχει βρει κάτι άλλο παλαιότερο σε χρονολογία. Αυτό που νομίζω μέχρι τα 6 μέτρα. Tous les, je réponds en français, tous les niveaux de la ville ont été étudiés. Eh bien, le premier et le plus ancien niveau, c'est le niveau Persa-Kéménide. Nous pensons que la ville a été fondée peut-être à l'époque de Darius Ier. Nous avons atteint tous les niveaux. Έχουν φτάσει στην Αχαιμενιδική εποχή, στον Δαρίο πρώτο, μέχρι εκεί. Παρακάτω δεν υπάρχει τίποτα, φαίνεται ότι η πόλη έγινε εκείνη τη στιγμή. La chronologie, c'est que nous avons mis là-dedans 500. Chronologie de Darius Ier. Oui, disons voilà, au début probablement du règne de Darius. Voilà, parce que c'est le moment, Darius mentionne la Sogdiane, c'est parmi les peuples qu'il a reconquis au moment de... Alors, il n'est pas impossible que la ville ait été fondée par Cyrus, le récesseur de Darius. C'est une possibilité aussi. Mais c'est au début des temps. C'est le 6e siècle. Πάμε μέχρι τον 6ο ίσως αιώνα, πάμε μέχρι το Σύρο. Αλλά τώρα ο Κύρος δεν έχουμε πραγματικά ευρήματα, αλλά υπολογίζουν ότι μπορεί να πάει μέχρι και τον Κύρο στον 6ο αιώνα. Έκανε εντύπωση ένα γραμματίδιο προβουζινό του Βούγα που βρέθηκε στην Κίνα. Oui, oui, il faut la réponse. Le 17. Alors, il faut la faire remonter. Ça vient. Il s'agit donc non pas du Bouddha, mais d'un bodhisattva très populaire, aussi bien en Inde qu'en Chine. Il est connu en Inde sous le nom de Avalokiteshvara. Et en Chine, Guanyin. Toujours très populaire au Japon.
άλλους περιπλέκουν την κατάρα. Και επηρεάστηκε η τέχνη του φουτισμού από την τέχνη της κατάρα. Αυτό το θέμα δεν υπήρχε η κατάρα. Si ce sont des développements artistiques plus tardifs, c'est le 6e siècle, c'est le moment où l'art unique en Chine prend des caractères davantage chinois. Voilà. C'est le moment des modèles. Longue discussion n'a pas vraiment la solution, plutôt. Alors, déjà, le nom Samarcande nous est transmis par les historiens d'Alexandre, aussi bien qu'un Turc que Arien, sous la forme Maracanda. C'est une adaptation. Ça devait s'entendre Smarkand, ou quelque chose comme ça. Alors, dans le nom de Samarcande, la seule chose qui est claire, c'est la deuxième moitié du nom, Kand. Parce que dans les langues iraniennes, notamment sogdien, la langue iranienne du pays, ça veut dire la ville. Voilà, ça veut dire la ville. Samar, c'est pas clair, ça pourrait peut-être vouloir dire le rassemblement, l'endroit où on rassemblait les troupes. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de solution. Μάλλον για να ανακριβολογήσουμε τη ρίζα της. Το δεύτερο μέρος, Κάμπονα, σημαίνει πόλη, το πρώτο θα μπορούσε να είναι μάζευμα ανθρώπων. Την πόλη τη γνωρίζουμε περισσότερο ως Μαράκατα από τους αρχαίους ιστορικούς της εποχής του Αλεξάνδρου. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aussi un spécialiste du culte des Zoroastres. Oui. Alors, comment c'était le déclin du culte des Zoroastres après l'arrivée des Arabes musulmans? Était rapide ou ça a duré plusieurs siècles? Plusieurs siècles. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que la forme du zoroastrisme dans ces régions est assez différente de ce qu'il était en Iran. En Iran, c'est vraiment le culte du feu, il n'y a pas d'idole dans les temples, etc. Là, c'est une forme de zoroastrisme qui avait gardé une riche iconographie d'origine à la fois grecque et indienne. C'est un peu un syncrétisme. Alors, on a des indices, c'est resté, on a des temples qui ont duré jusque vers, 720, 750, quelques décennies. Ensuite, les temples disparaissent, mais les géographes arabes continuent à mentionner les communautés zoroastriennes qui étaient en fait assez privilégiées. Elles étaient dispensées de payer la jizya, l'impôt des infidèles, parce qu'elles étaient chargées de l'entretien des canaux d'irrigation. On savait, les Zoroastriens étaient des très bons ingénieurs hydrauliques, en partie parce que leur religion contient des prescriptions très sévères contre la pollution des eaux. C'était des grands écologistes. Bien. Et donc... oui. Ο Ζωροαστρισμός κράτησε μέχρι τον 7ο αιώνα στην περιοχή, διαφορετικός λίγο από αυτόν που ήταν
ήταν στο Ιράν κατευθείαν. Εδώ έχει μια σχετική διαφοροποίηση, έχει κάποιες επιρροές και από Έλληνες και από άλλα σημεία. Επίσης κράτησε γιατί οι Ζωροάστρες είχαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ικανότητες στην υδραυλική. Οπότε είχαν για τα νερά που τα κρατούσαν καθαρά και αγαπούσαν ας πούμε, ήταν οικολόγοι, θα λέγαμε σήμερα. Και ήταν αναγκαίο και χρήσιμο για την εποχή εκείνη, οπότε τους κράτησαν χωρίς φόβους και με διευκολύνσεις και έτσι κράτησαν την θρησκεία τους αυτή, όσο και αν ήταν διαφοροποιημένη μέχρι τον 7ο αιώνα. On voit que ces communautés sont signalées jusqu'au Xe siècle, dans certains endroits, ça a culturé jusqu'à la conquête mongole. Ωραία. Νομίζω ότι αρκετά ταξιδέψαμε απόψε. Πήγαμε και σε θρησκείες και σε χώρους και εκείνο που για μένα θα ήθελα λίγο περισσότερο ήταν οι εικόνες από τη Σαμαρκάνδη. Les images de Samarcande nous apprennent à donner beaucoup. Et nous, on rêve de Samarcande. On rêve de ces coupoles magnifiques, αυτές οι κουπόλες των κτηρίων. Ces images, vous n'avez pas besoin de quoi, ça se trouve pas. Mais non, mais on voulait vous associer. Google Samarcande, vous avez des images beaucoup plus belles que français. Avec l'exotisme, parce que on voulait l'associer, θέλαμε να το προσθέσουμε με αυτές τις εικόνες, αλλά όπως λέει, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Σαμαρκάνδη και θα βρείτε όλα εκείνα τα υπέροχα κτίρια που οι εικόνες τους είναι πραγματικά υπέροχες. Αυτή η φαγιόνς που γυαλίζει στον ήλιο, αυτές οι κούπολες με το χρώμα του γαλάζιου, είναι κάτι το υπέροχο, γυαλίζουν στον ήλιο σαν χρυσά. Έχει μια ομορφιά πραγματικά εξωτική. Τέλος πάντων, αρκετά ταξιδέψαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθατε.